Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. HYPOTHEQUESDR. Chapitre 1. L'HYPOTHEQUE coloniale. Il n'est pas paradoxal de relever, en même temps que l'ancienneté du phénomène de l'intégration en Afrique de l'Ouest, la force des résistances qui se sont dressées devant elle, et qui tiennent tout autant à l'histoire des États. C'est que ces deux réalités ne relèvent pas exactement du même registre. Le rapprochement des États actuels fut d'abord l'affaire des peuples. Il a été l'œuvre spontanée des populations qu'unissaient des liens familiaux, parentaux, économiques ou culturels. Il a été également l'œuvre du pouvoir politique, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, de ces grands empires fédérateurs de l'Ouest africain. Si l'on évoque la précocité du phénomène de l'intégration dans cette partie de l'Afrique, par opposition à d'autres régions du continent, c'est essentiellement à ces réalités précoloniales que l'on fait référence. L'irruption du colonisateur dans un tel contexte marque bien une rupture. Certes, les préoccupations administratives des autorités coloniales ainsi que l'impératif de l'efficacité, de l'efficience, dans la gestion des territoires conquis ont pu être à l'origine d'un certain nombre de mesures d'inspiration unificatrice. La création de ce grand ensemble que fut l'Afrique occidentale française, de même que l'Afrique équatoriale française du reste, répond d'abord au souci d'une bonne administration. De façon indirecte, il est vrai, cette volonté centralisatrice a pu aider à l'intégration des États issus de la décolonisation. Ce travail d'unification de l'espace ouest africain a pu impressionner certains auteurs, tenter dès lors de réduire le bilan de la colonisation à ce seul aspect des choses. À l'encontre d'un tel point de vue, on fera d'abord valoir que l'intégration opérée par le colonisateur procédait d'une volonté purement administrative, et non bien sûr d'un parti pris pan-africaniste. Une chose est de prendre acte d'un fait, d'enregistrer ses résultats objectifs, une autre est d'apprécier les motivations de ses auteurs ou de scruter leurs arrière-pensées. Mais surtout, l'œuvre unificatrice de la colonisation ne se conçoit qu'à l'intérieur d'un espace soumis à un même système de gouvernement, c'est-à-dire à la même puissance. Que l'on sorte de ce cadre, c'est-à-dire que l'on envisage le regroupement des États abstractions faites de leur passé, et la colonisation apparaît sous un autre jour, facteur de division plus que d'union. Dans la marche vers son unité, l'Afrique de l'Ouest a traîné le boulet de son passé colonial. Il s'agit d'apprécier le poids d'une telle hypothèque à travers ses principales manifestations. Section 1. L'ombre tutélaire des puissances coloniales. Les États ouest-africains ont certes travaillé à leur unité plus tôt et plus efficacement que d'autres, mais celle-ci a beaucoup été retardée par le fait, difficilement contestable, qu'elle fut souvent prise en main par l'ancienne puissance coloniale. Du moins peut-on affirmer que l'existence d'organisations internationales fondées, en droit ou en fait, sur la communauté de passé colonial, a pu constituer un obstacle à l'unification d'un espace jadis régi par des puissances différentes. Ce poids du passé s'est également traduit, au cours du processus de décolonisation, par la difficulté de penser l'émancipation hors des schémas coloniaux. 1. Le rôle pionnier du colonisateur dans les regroupements sous-régionaux. Une fois les indépendances acquises, les puissances coloniales ont entendu conserver les liens particuliers avec leurs ex-colonies et ont de ce fait suscité elles-mêmes des regroupements fondés sur la seule communauté de passé. Elles ont, en d'autres termes, perpétué le huis clos avec des peuples devenus certes indépendants. Une autre carte de l'Afrique s'est dessinée, carte du tendre si l'on ose dire, tant l'affectivité a sa part dans cette grégarité qui s'alimente du passé. L'Afrique de l'Ouest est de ce point de vue assez diverse. On y dénombre 3 zones de colonisation différentes. La zone francophone, grosso modo l'ex-Afrique occidentale française qui regroupe 8 États. La zone anglophone, caractérisée par une certaine discontinuité territoriale et rebelle, de ce seul fait à l'unification, et la zone lusophone, tout aussi discontinue, avec seulement 2 États. La France a cherché à regrouper ses ex-colonies avant même la consécration formelle de leur indépendance. La Convention d'union douanière du 9 juin 1959 regroupait déjà des pays qui n'étaient pas encore souverains et demeuraient membres de la communauté française. Ces entités sont la Côte d'Ivoire, le Dahomey, la Haute-Volta, la Fédération du Mali, la Mauritanie et le Niger.
Il s'agit presque de l'ex-AOF, seule la Guinée en est absente. Il existe du reste une relation de dépendance organique entre cette union douanière, qui est dotée d'organes comme la Commission des experts ou le Comité de l'Union, et la communauté française. Ainsi, c'est la Cour arbitrale de la communauté qui est appelée à trancher les litiges nés de l'application ou de l'interprétation de ladite convention. De la même manière, une organisation comme l'Union africaine et malgache UAM, mise sur pied par la charte de Tanananve du 7 septembre 1961, porte très clairement l'estampille de l'ex-colonisateur français. Au mois de décembre 1960, les futurs États membres de l'UAM, réunis à Brazzaville, ont au demeurant solennellement affirmé la particularité de leur relation à la France. Bien des vicissitudes marqueront l'existence de cette organisation internationale, mais la création en 1967 de l'Organisation commune africaine et malgache, OCAM, qui procède du souci de dépasser les divergences au sein de l'ex-UAM, ne réussira pas à gommer l'empreinte française. De sorte que pour certains, le caractère régional de cette organisation internationale fait question, du moins si l'on fait consister la substance du régionalisme dans la proximité géographique ou les solidarités économiques. L'OCAM a profondément souffert de cette image et c'est sans doute l'une des raisons du discrédit qui ne tarde pas à la frapper. Entre 1972 et 1973, 5 États la quittent, entamant son évanescence et bientôt son agonie. La Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEAO, créée en 1972, porte également le même stigmate. D'aucuns l'ont considérée comme une sorte de créature de la France, mise sur pied pour faire pièce au Nigeria anglophone. À l'instar des organisations précitées, la CEAO n'a jamais réuni que des États francophones, situés dans la zone franc, c'est-à-dire dans le giron monétaire de la France, et du reste politiquement proche d'elle. La disparition de la CEAO depuis 1994 n'a pas levé l'hypothèque coloniale dans le regroupement des États en Afrique de l'Ouest. L'Union économique et monétaire de l'Ouest africain, UEMOA, créée en 1994 au lendemain de la dévaluation du franc CFA et appelée à se substituer à l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, établie en 1973, se situe à bien des égards dans la continuité de la CEAO. C'est la France qui, aux côtés de la Banque mondiale, a encouragé et financé les études de faisabilité relatives à la transformation de l'UMOA en UMOA. Dans de telles conditions, cette nouvelle organisation internationale a pu être présentée comme institutionnalisant une situation de non-exercice de leur souveraineté monétaire par les États membres. Pour être de moindre envergure, les efforts des deux autres ex-puissances coloniales en Afrique de l'Ouest ne doivent pas être négligés. La Grande-Bretagne a tôt voulu patronner le processus d'indépendance de ses colonies. Elle les a retrouvées dans le cadre du Commonwealth, forum aux relents volontiers sentimentaux, et elle a fortement inspiré leur système politique, constitutionnel et administratif. L'Angleterre sut également précéder le mouvement de décolonisation en accordant, la première, l'indépendance à un territoire d'Afrique noire, la Gold Coast en 1957. Le jour même de l'indépendance, le leader politique Kwame Nkrumah fut libéré de prison et nommé Premier ministre. Au Nigeria, l'octroi de l'indépendance fut subordonné au maintien de la forme fédérale de ce pays. C'est le sens des efforts déployés par le secrétaire d'État aux colonies de l'époque, Alan Lennox Boyd. Le Portugal a tout autant cherché à se constituer un précaré, en suscitant, dès 1979, un comité chargé de la coordination de sa coopération avec ses anciennes colonies. En 1985, le sommet de Sao Tomé, convoqué dans ce cadre, évoque une langue et un passé commun, des habitudes de solidarité nées des luttes anticolonialistes et la poursuite d'objectifs sociaux et politiques proches. Mais c'est seulement en juillet 1996 que ce réseau de solidarité s'incarne formellement dans une organisation internationale, la Communauté des pays de langue portugaise, CPLP, dont le siège est à Lisbonne et dont les membres en Afrique de l'Ouest sont le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Cette diversité du passé colonial de l'Ouest africain n'a bien sûr pas favorisé une rapide intégration des peuples. L'ombre tutélaire des puissances coloniales se manifeste sous une autre forme, plus topique et moins systématique, dans la mesure où elle se rapporte spécifiquement au traitement des situations de crise.
Elle est donc empirique et sporadique, et se traduit par la rencontre, souvent concurrente, de légitimités incarnées par des organisations différentes. Plus précisément, c'est l'organisation sous-régionale qui se voit talonnée par une ou plusieurs autres organisations, fondées sur d'autres considérations parmi lesquelles souvent ce passé colonial. C'est dans le cadre du traitement des situations conflictuelles ou périlleuses que ce télescopage des légitimités a lieu. Il s'agit en l'espèce de concurrence plus que d'affrontement, même si en pratique, une telle concurrence pourra être ressentie comme déloyale par l'organisation ouest-africaine. L'immixtion de l'ancienne puissance coloniale dans le jeu diplomatique ou dans le règlement pacifique du différend vient rappeler la réalité du pouvoir de celle-ci, et inversement, étaler les limites des organisations africaines. 2. La suppléance de fait des organisations sous-régionales dans le traitement des crises. Le péril qui caractérise de telles situations, l'urgence qui les émaille, conduisent à ne rejeter aucune bonne volonté conciliatrice ou médiatrice. Une double pression va s'exercer sur l'organisation sous-régionale, celle de la crise elle-même qui requiert célérité pour son traitement, et celle d'être pour ainsi dire éclipsée par une autre organisation internationale qui poursuit les mêmes objectifs qu'elle devant une situation donnée. D'un point de vue juridique, les organisations ouest-africaines ne sauraient prétendre au monopole du traitement de tels différends. Rien dans leurs droits originaires ou dérivés ne les y autorise, et du point de vue strictement politique, toute récusation d'une bonne volonté extérieure serait maladroite et quelque peu mesquine. Elle se trouve donc dans l'obligation de fait de subir la concurrence, c'est-à-dire de s'exposer au discrédit. Les divers exemples pertinents montrent qu'en fait, des tiraillements sont souvent nés de cette concurrence. Les limites et les carences de l'organisation sous-régionale ont été comme mises à nu par les interventions extérieures. C'est dans cette perspective que le télescopage des légitimités représentées par les diverses interventions doit être envisagé comme une hypothèque, non du point de vue de la réalisation de la paix, objectif toujours bienvenu, mais bien dans la mesure où la crédibilité des organisations ouest-africaines a pu pâtir de la pression résultant d'ingérences dans les affaires sous-régionales. 2 crises l'ont illustré. La première concerne la Guinée-Bissau, où une rébellion a éclaté au mois de juin 1998 dans les rangs de l'armée. Le général Aman, chef des mutins, entendait ainsi s'opposer à la décision de l'autorité politique de nommer un nouveau chef d'état-major général des armées. La crise qui va en naître va donner lieu à diverses tentatives de médiation, concurremment initiées par CEDEAO et par la Communauté des pays de langue portugaise, CPLP. Cette dernière organisation a commencé à intervenir au moment où les bons offices sous-régionaux semblaient entrer dans une impasse. C'est sous les auspices de la CPLP que le 26 juillet 1998, un mémorandum est signé entre le gouvernement bissau-guinéen et les rebelles. Cet accord stipule l'organisation de nouvelles élections et, dans l'immédiat, l'ouverture de couloirs humanitaires pour venir en secours aux populations civiles. La CEDEAO ne s'est jamais considérée comme liée par ce mémorandum. Ce n'est qu'au mois d'août qu'une rencontre entre les représentants des deux organisations a lieu. Elle se conclut par un communiqué conjoint annonçant la fusion des deux médiations jusque-là concurrentes. La rivalité qui avait marqué ce processus de paix ressort très clairement de la déclaration du secrétaire exécutif de l'organisation sous-régionale, dans son mémorandum sur les situations en Sierra Leone et en Guinée-Bissau, à la réunion d'Abuja des ministres des Affaires étrangères. Il y évoque sans ambages des manœuvres de la CPLP tendant à priver la CEDEAO de jouer un rôle au cours des négociations. Les développements de la situation sierra-léonaise ont également mis en évidence ce risque de rivalité dans le traitement des crises sous-régionales. Cette fois, la concurrence est venue de l'ancienne puissance coloniale, la Grande-Bretagne. C'est surtout le contexte dans lequel cette dernière intervient en Sierra Leone qu'il importe de souligner, celle d'une montée des périls et d'une sorte de relégation de la CEDEAO. C'est en effet dans le cadre de sa force de maintien de la paix, le COMOGQUE, cette organisation est intervenue en Sierra Leone. Le désengagement de cette force ouest-africaine est consécutif à la signature des accords de Lomé du 7 juillet 1999, accord inspiré déjà par la Grande-Bretagne et les États-Unis. Or, aussitôt après le départ de la force sous-régionale,
les rebelles prennent en otage près de 500 casques bleus de la mission des Nations Unies en Sierra Leone, supposée prendre la relève. C'est dans ce contexte, qui marque le dessaisissement de fait de la CEDEAO, que l'ancienne puissance coloniale va entrer en jeu, au nom du sauvetage des ressortissants des États membres du Commonwealth. En réalité, la Grande-Bretagne est allée bien au-delà de cet objectif humanitaire. Son intervention en Sierra Leone, qui prend un tour décisif après l'échec du sommet sous-régional du 9 mai 2000, a été sa plus vaste opération militaire depuis la guerre des Malouines en 1982. C'est principalement elle qui a imprimé au traitement de la crise ses différentes tournures. D'abord le règlement pacifique, accord de Lomé de juillet 1999, puis une action contre les forces antigouvernementales, selon des termes que le général commandant les troupes britanniques ne s'interdisait pas de son propre aveu d'interpréter de façon libérale. À vrai dire, la Sierra Leone devenait l'affaire de la Grande-Bretagne au moment où elle cessait dans la pratique de relever de la CEDEAO. Il y a quelque chose d'ahurissant dans la déclaration du secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, relative à un État souverain doté d'institutions légitimes. Selon l'officiel anglais, l'accord de paix pourrait être restauré mais sans SANKOH, c'est-à-dire le camp rebelle. En d'autres termes, la Grande-Bretagne n'a pas exclu de déterminer elle-même les participants au processus de paix. Des observateurs britanniques n'ont d'ailleurs pas manqué de relever le caractère quelque peu anachronique du comportement de l'ex-puissance coloniale. L'un d'eux a pu ainsi déclarer « C'est étrange. Nous avons toujours critiqué les Français qui ont francisé leurs ex-colonies, qui y sont intervenus régulièrement et y ont combattu après les indépendances. Or, nous-mêmes qui avons totalement lâché nos colonies, reproduisons le schéma français à Freetown. » Dans les deux cas qui viennent d'être cités, qui sont loin d'être les seuls, la réintroduction de l'ancienne puissance coloniale dans le jeu diplomatique a plus ou moins discrédité les organisations sous-régionales. Mais le poids de la colonisation ne s'est pas manifesté de cette seule façon. L'hypothèque du passé a également pesé sur les initiatives des États ouest-africains eux-mêmes. Section 2. Les handicaps des États émancipés. Ils se sont traduits par la difficulté de s'évader des conditionnements coloniaux déjà évoqués, et par l'échec subséquent des premières tentatives de regroupement. 1. La difficulté de penser l'émancipation hors des schémas coloniaux. Pendant longtemps, la décolonisation a été pensée non de manière globale ou solidaire, mais en fonction d'une communauté forgée par le colonisateur. Les colonies anglophones, francophones et plus tard lusophones, se sont longtemps enfermés dans leur particularisme linguistique et leur tête-à-tête avec les puissances coloniales. Ce colloque est bien sûr exclusif. En choisissant de discuter de l'indépendance entre soi, on exclut les autres. Ainsi, dans les colonies anglaises, un mouvement d'émancipation s'esquisse assez tôt, dans les années 20. La première réunion des élites africaines indépendantistes a du reste lieu en 1920, mais il est entendu qu'il s'agit d'un congrès national de l'Afrique occidentale britannique. Ce congrès revendiquait le bénéfice des recommandations d'un rapport parlementaire de 1865, qui parlait d'encourager chez les indigènes l'exercice de ces qualités qui peuvent permettre de leur transférer de plus en plus l'administration et le gouvernement. Plus généralement, au moment où les colonies britanniques d'Asie accèdent à l'indépendance, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement travailliste anglais, dans un livre bleu, évoque déjà l'idée d'un Commonwealth des nations, dont le gros des bataillons sera effectivement fourni par les ex-colonies 30. En 1943, est publié un mémorandum intitulé La Charte de l'Atlantique et l'Afrique occidentale britannique, à l'initiative de NAZIKIWE, leader du National Council of Nigeria and Cameroons, NCNC, et futur président du Nigeria, C. Initiative montre encore que les colonies anglaises entrevoyaient l'indépendance à l'exclusion des autres colonnes. Dans les possessions françaises également, la perspective d'un regroupement postérieur aux indépendances fut longtemps pensée sans les autres peuples. À la veille du référendum de 1958 censé les maintenir ou les exclure de la communauté et l'Union française, le Mogo Naba, chef des Mossi en Haute-Volta, s'exprime ainsi : « Pour ma part, un choix demeure capital. L'Afrique d'expression française est une réalité politique, économique et culturelle, dont nous avons le devoir impérieux de sauvegarder l'unité.
je demeure partisan d'une fédération des États d'AOF. Car le morcellement nous conduirait à une telle exaspération des particularismes que l'œuvre de la France risquerait de ne pas porter tous ses fruits. Révélatrice est également la position exprimée, dans le même contexte, par le futur président du Niger Hamani Diori. Pensant très clairement au risque d'une hégémonie sous-régionale du Nigeria anglophone, il se déclare partisan de la personnalité affirmée des États et d'une coordination économique inter-États, à partir de laquelle pourrait se créer, à travers la solidarité économique, les conditions et les liens d'une solidarité politique qui sauvegarde l'unité de l'ensemble français de l'Ouest africain. L'aveu du Sénégalais Lamine Gueye achève de prouver à quel point l'ombre de la France planait sur toute tentative d'unification de l'Ouest africain. Nous pourrons tout par la France, tout par la République, jamais rien sans la France, jamais rien sans la République. Ces particularismes liés au passé colonial sont tellement ancrés qu'un pan-africaniste aussi convaincu que le premier chef de l'État centrafricain, Boganda, semble s'y résigner. Selon lui, l'Afrique ne pouvait échapper à des subdivisions sur la base du passé culturel ou colonial. Il s'agissait d'abord, de son point de vue, d'un fait. À partir de là, il conçoit le projet des États-Unis de l'Afrique latine, qu'il dévoile le 17 octobre 1958 à la tribune du Grand Conseil de l'Afrique équatoriale française. Il cherchait surtout à sauvegarder l'unité de ce qui est aujourd'hui l'Afrique centrale. Il estimait que le continent était divisible en 3 zones, le Maghreb et l'Afrique orientale avec le leadership égyptien, l'Afrique de l'Ouest avec un leadership anglophone, Nigeria ou Ghana, et les États-Unis d'Afrique latine que la communauté devait aider à s'établir. Il est vrai que les termes mêmes du référendum du 28 septembre 1958 étaient clairs. L'alternative se situait entre le regroupement au sein d'une communauté avec la France et la sécession, option qui fut celle de la Guinée qui vota non. La constitution de la République française elle-même avait aménagé la possibilité, pour la République, de conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leur civilisation, art. 88. Mais il ne fait pas de doute que cette disposition de l'article 88 avait d'abord vocation à s'appliquer aux colonies d'Afrique noire. C'est pourquoi elle a constitué, jusqu'à la modification opérée par la loi constitutionnelle française du 4 août 1995, l'unique article d'un titre relatif précisément au accord d'association. C'est bien une union de type fédéral que la France entend instituer avec ses peuples coloniaux. La difficulté de penser l'intégration hors des schémas coloniaux s'est concrètement traduite par l'échec des regroupements sous-régionaux au cours des années 60. 2. L'échec des premières tentatives de dépassement. L'hypothèque de la colonisation fut si pesante qu'elle annihila toutes les tentatives qui s'inscrivirent en faux avec elle. Certes, des initiatives comme la mise en place de la West African National Secretary à Londres en 1946, et dont l'ambition est de rassembler les peuples de la sous-région sous domination française et britannique, traduisent bien la prise de conscience de la nécessité de rompre avec les conditionnements du passé. Mais outre que de telles entreprises ne sont pas nombreuses, elles vont en fait se solder la plupart du temps par des échecs. Ainsi, un projet comme celui de la Communauté des États africains indépendants, évoqué au mois de juillet 1959, tourne court. L'idée n'eut pas de suite, et il est certain que la déconvenue est imputable aux appréhensions, non-dits, et méfiance entre ses promoteurs, entre le Libéria certes jamais colorcissé mais que les États-Unis ont pris sous leur aile protectrice, et les autres partenaires, le Ghana et la Guinée, au passé plus tourmenté et aux vues plus ardentes. De même, certains hommes politiques ont opposé une fin de non-recevoir au projet libérien des États associés d'Afrique, dans la mesure où ils y ont vu la main des États-Unis d'Amérique. Il n'est pas douteux non plus que les rivalités entre une organisation comme l'Union africaine et malgache UAM, d'où sortira, après bien des vicissitudes, l'Organisation commune africaine et malgache, OCAM 1967, et le groupe de Casablanca, mis sur pied par la charte de Casablanca du 7 janvier 1961, tiennent au moins en partie à la nature de la relation qu'ils entendent instaurer avec leurs anciennes puissances coloniales. Plus exactement, ce groupe de Casablanca qui unissait des États au passé aussi différents que le Maroc, l'Égypte, la Libye, la Ghana et le Mali,
entendait se poser en réplique à une UAM dont les linéaments avaient été esquissés 4 plus tôt, par ce qui n'était encore que le groupe de Brazzaville, lequel avait justement proclamé sa fidélité à la France. Mais au-delà de ces divergences, c'est l'échec du groupe de Casablanca qu'il importe de relever. Ce forum, qui est une véritable organisation internationale dans la mesure où il est doté d'organes permanents, c'est voulu, nous l'avons vu, une tentative de dépassement des clivages coloniaux. Or, sur la question même du panafricanisme, cette coalition ne tarde pas à faire les frais d'une divergence entre les États membres de l'Union des États africains, créée par la Charte d'Accra du 29 avril 1961 regroupant le Ghana, la Guinée et le Mali et les autres. Il s'est avéré à l'épreuve des faits que les thèses pan-africanistes les plus hardies, soutenues par les États d'Afrique noire, ne seront pas consacrées. Le fait est qu'une sorte de déterminisme historique, déterminisme colonial, semble gouverner la question du regroupement des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans les années 60, tout se passe comme si toute bonne volonté fédératrice était condamnée à abdiquer devant les pesanteurs du passé. Or, l'idée d'intégration est une idée progressiste, futuriste, évocatrice. Sa liaison au passé dessert sa dynamique pionnière. Une telle situation peut connaître des prolongements sur une échelle qui dépasse les États africains eux-mêmes. Les relations entre la communauté économique européenne et les anciennes colonies d'Afrique constituent une manifestation inattendue mais logique de l'hypothèque coloniale. Le traité de Rome de 1957 renfermait un titre 4 relatif au rapport, que l'on voulait particulier, entre la nouvelle organisation internationale et les colonies qui commencent à s'émanciper. Cette disposition avait été introduite à l'initiative de la France, qui en avait fait une condition de sa participation à la communauté. Théoriquement cependant, elle devait s'appliquer à tous les États devenus indépendants et n'avait aucun caractère discriminatoire. En pratique, cette partie du traité jouera uniquement au profit des anciennes colonies françaises. Cela tient au fait que les deux autres puissances coloniales, la Grande-Bretagne et le Portugal, n'adhéreront à la CEE que beaucoup plus tard, 1972 et 1985 respectivement. Ainsi, les États ACP furent essentiellement des États francophones, alors regroupés au sein des États africains et malgaches associés. Dans la mesure où les États anglophones et lusophones en étaient les grands oubliés, les relations CEE-ACP, traduites dans les accords de Yaoundé puis de Lomé, ne contribuaient pas au rapprochement des États en Afrique en général et en Afrique de l'Ouest en particulier. La leçon qu'il importe également de tirer de cette expérience, c'est que la conjoncture historique, une fois encore, disqualifie l'effort de dépassement des clivages nés de la colonisation. Cette disqualification semble administrer la preuve qu'hors du soutien de l'ancien maître, il n'y a pas de salut pour les regroupements régionaux ou subrégionaux. Le boulet du passé doit être évoqué à un autre égard, non plus vraiment colonial, mais culturel. C'est la situation des pays arabophones dans une Afrique noire jouissant, au terme du professeur Cheikh Anta Diop, d'une unité culturelle, qui fait ici question. De fait, une sorte d'insularité arabe en Afrique noire existe. Dans la perspective de l'intégration, cette circonstance n'est pas toujours favorable. Le particularisme arabe eut à s'exprimer dès 1956 avec le projet d'une fédération nord-africaine. Plus récemment, c'est l'Union du Maghreb arabe, UMA, qui a été créée par le traité de Marrakech de 1989. Cette organisation internationale repose sur des liens étroits basés sur une histoire, une religion et une langue commune, et elle regroupe l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. C'est la situation de la Mauritanie qui a posé problème. D'abord du point de vue de la délimitation même de l'espace dont elle relève, de la géographie dans laquelle elle s'insère. C'est la question de la définition de la sous-région ouest africaine sur laquelle nous reviendrons. D'autre part, d'aucuns ont vu dans la décision de cet État de se retirer de la CEDEAO, annoncée en décembre 1999, une éviction qui annonce une élection, celle de n'appartenir qu'à l'UMA, organisation au fondement tellement culturel, au détriment bien entendu de sa culture négro-africaine. L'hypothèque coloniale, sous des formes diverses, a donc incontestablement pesé sur les tentatives de regroupement des États en Afrique de l'Ouest, elle n'est évidemment pas la seule à avoir joué. Chapitre 2.
l'HYPOTHQUE politique. L'Afrique de l'Ouest n'a pas échappé à cette donnée fondamentale des relations internationales, que fut la rivalité Est-Ouest. À vrai dire, c'est tout le continent africain qui fut traversé par cette fracture. Une organisation comme l'OIA faillit en éclater dans les années 75 à 80, à l'occasion de la discussion de questions comme celle du soutien aux mouvements de libération rivaux d'Angola ou du Mozambique, l'admission de la République arabe sahraoui démocratique ou celle du non-alignement. La ligne de partage était toujours la même, pays modérés contre pays progressistes, et le thème de la pénétration soviéto-cubaine en Afrique scandait la controverse. Il n'est certainement pas exagéré de voir dans la redynamisation du processus d'intégration, dans les années 90, une des manifestations de la fin de la rivalité Est-Ouest. À bien des égards, le renouveau constaté en la matière tient à une certaine dépolitisation, et la terminologie même s'en ressent. Il serait intéressant de comparer le ton des déclarations, communiqués finaux et autres actes pris par ces organisations internationales. La tournure polémique et le caractère volontiers allusif de ceux-ci se sont estompés, l'approche de l'intégration est devenue plus pragmatique et moins militante. Un autre fait l'atteste. Le bilan des organisations ouest-africaines dans les années 90 reste très mitigé. Il s'avère que celles qui ont le mieux réussi, celles qui s'acquittent le mieux de leur mission sont les organisations très sectorielles, à l'objet relativement restreint et au champ d'intervention bien défini. Des regroupements comme l'Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, ou l'Union du fleuve Mano UFM, plus préservés de la politisation parce qu'ayant un objet très technique, affichent des résultats plus flatteurs. Si l'on peut parler de politisation nouvelle des organisations ouest-africaines, c'est dans la mesure très différente, où celle-ci traduit un saut qualitatif dans le processus d'intégration et une cohésion autour de valeurs fondamentales. Autant la politisation d'antan fut une hypothèque et un facteur de division, autant celle d'aujourd'hui traduit un consensus. Section 1. L'impact des antagonismes idéologiques. L'Afrique de l'Ouest a bien illustré ses rivalités. Les organisations internationales qui sont constituées le sont souvent sur des bases idéologiques et demeurent, de fait, fermées. Il est à peine exagéré de dire que dans un tel contexte, l'organisation internationale est d'abord un facteur de différenciation. Elle structure des antagonismes, formalise des désaccords. Logique de la bipolarisation qui ne tarde pas à faire sentir ses effets dans la vie et le fonctionnement même des organisations. Puisque l'État n'existe que par son régime politique et son orientation idéologique, il suffira que ce régime change pour que sa participation à l'organisation internationale soit remise en cause. Le principe de la continuité de l'État et le respect de ses engagements internationaux sont, de fait, niés. 1. La bipolarisation de l'espace organisationnel. Dès 1946, à la conférence de Londres convoquée par le West African National Secretary qui rassemblait des hommes politiques ouest-africains, Senghor et Appity lancent le projet de création d'une Union des républiques socialistes d'Afrique occidentale. Cette union avait un caractère idéologique et discriminatoire assez marqué. Mais la bipolarité la plus spectaculaire met en jeu le groupe de Brazzaville et celui de Casablanca. Le premier se dessine dès le mois d'août 1960, au terme d'une réunion organisée à Abidjan et relative à l'examen des grands problèmes africains de l'heure. Au mois de décembre 1960, le groupe de Brazzaville, réuni dans la capitale congolaise, est né. Il s'agit surtout d'un regroupement d'États modérés et francophones. En 1961, le groupe s'organise en Union africaine et malgache, UAM, avant de se muer, devant les réticences de certains de ses membres, États membres du Conseil de l'Entente notamment, à la voir se décharger des questions politiques au profit de l'OIA en Organisation commune africaine et malgache, OCAM 1967. C'est le groupe de Casablanca qui va être la réplique de l'UAM. Sa création résulte, nous l'avons vu, d'une initiative lancée par le roi Mohamed V en janvier 1961. La charte qui sort de cette réunion de Casablanca fixe le but de la nouvelle organisation internationale: faire triompher les libertés dans toute l'Afrique, réaliser son unité, et cela dans le cadre du non-alignement, la liquidation du colonialisme et du néocolonialisme sous toutes leurs formes.
Outre le Maroc, l'Égypte et la Libye, 3 États d'Afrique de l'Ouest font partie du groupe, le Ghana, la Guinée et le Mali. Ce sont ces 3 derniers États qui portent avec le plus d'enthousiasme le flambeau du camp progressiste. L'année même de la constitution du groupe de Casablanca, ils créent, entre eux, l'Union des États africains (UEA). Théoriquement ouverte à tout État ou fédération d'États d'Afrique qui en accepte les buts et les objectifs, l'organisation internationale ne regroupera, en fait, que les 3 États précités. Une lecture attentive de la Charte d'Accra du 29 avril 1961, qui l'institue, peut d'ailleurs faire naître un doute quant au caractère ouvert de l'UEA. Au titre des objectifs de l'organisation, le paragraphe 5 évoque en effet la définition d'une orientation commune des directives sur la planification économique visant à la décolonisation complète des structures héritées du régime colonial et l'organisation de l'exploitation des richesses des pays dans l'intérêt des populations. Il existe en outre, parmi les organes de l'Union, un comité chargé d'assurer une orientation idéologique commune indispensable au développement de l'Union. Très vite, au reste, les États membres de l'UEA expriment une conception très jalouse de leur souveraineté et prennent, par des mesures très symboliques, leur distance vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. La Guinée crée sa propre monnaie, elle sera suivie par le Mali. Quant au Ghana, s'il reste dans la zone sterling, il met fin à l'union monétaire avec les autres colonies anglaises de l'Afrique de l'Ouest. Autour de tous ces grands blocs, des divergences ne vont pas tarder à se faire jour. Dès sa création, le groupe de Brazzaville avait été critiqué par le Ghana et le Mali, qui y avaient vu une survivance du colonialisme. En créant aux côtés de la Guinée, l'UEA, ces 2 États disaient rejeter toute idée d'intégration fondée sur la langue coloniale. En 1960, l'unité de l'Afrique dans son ensemble est mise à mal par la crise congolaise. Le groupe de Brazzaville, sous la houlette de Houphouët-Boigny, soutient KAZAVUBU alors que l'Afrique progressiste est favorable à Lumumba. La Guinée et le Mali se retireront pour cette raison du groupe africain à l'ONU. C'est également pour des raisons idéologiques que ces 2 États refuseront de participer aux réunions de Monrovia et de Lagos de 1961, censées surmonter les dissensions de l'époque. Une autre organisation internationale dont le projet est formé dans cette même période, Organisation interafricaine et malgache, ne verra jamais le jour, mais elle aurait sans doute pâti des antagonismes politiques. 2. L'incidence des troubles politiques sur le fonctionnement des organisations internationales. Elle tient bien entendu à la politisation outrancière qui affecte les organisations africaines. Les États n'existant que par l'idéologie à laquelle ils s'affilient, tout changement de leur régime politique entraîne une remise en cause de leur appartenance aux organisations internationales. Or, dans les années 60, le coup d'État est le mode ordinaire d'accès au pouvoir. Autant dire qu'il se produit souvent et perturbe le fonctionnement des organisations auxquelles l'État est membre. Du jour au lendemain, un État peut s'affranchir de ses obligations de membre quand, à l'inverse, il n'est pas tout simplement mis à l'index à la suite de changements politiques internes. La politisation des organisations nationales africaines est, de ce point de vue, un facteur d'insécurité juridique. Elle porte une dynamique de remise en question des principes du droit international en même temps qu'elle constitue un élément retardateur de l'unité. L'histoire de l'idée de fédération du Mali l'a montré. Un État comme la Haute-Volta, qui a participé à la réunion de Dakar de janvier 1959, consacrée à la mise sur pied de cette fédération, s'est brusquement retiré du processus à la suite d'un changement de gouvernement, alors même qu'une constitution fédéraliste, celle du 17 janvier 1959, avait été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée législative. Le Niger et le Dahomey se retireront également de ce qui n'était certes encore qu'un projet. L'échec de Djibo Bakary et la victoire de l'anti-fédérafiste Apiti aux élections d'avril 1959 ramèneront la fédération effective à 2 États, le Sénégal et le Soudan. Le changement de régime politique au Togo, au début de l'année 1963, va également perturber de manière spectaculaire le fonctionnement de 2 organisations d'Afrique de l'Ouest, l'UEA et le Conseil de l'Entente. Dans la première, le Ghana a immédiatement reconnu le nouveau gouvernement de GRUNITZKY, alors que la Guinée est hostile à celui-ci.
Au sein du Conseil de l'Entente, les nouvelles autorités togolaises s'abstiennent de se faire représenter pour éviter une crise dans l'organisation. Devant cette menace, cette organisation internationale suspend d'ailleurs l'étude de la question de la reconnaissance du nouveau gouvernement togolais. Au demeurant, le changement de régime au Togo provoque de nouvelles lignes de fracture au sein des groupes précédemment évoqués de Brazzaville et Casablanca. Des États comme le Sénégal, le Dahomey et le Ghana ont reconnu le nouveau régime. D'autres, comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria et la Guinée réclament la mise en place d'une commission d'enquête pour élucider les conditions de la mort du président Sylvanus Olympio. À l'intérieur du groupe de Monrovia, les divergences d'appréciation et les risques subséquents de division conduisent les États, réunis à Lagos, à ajourner l'examen de la question de la reconnaissance du nouveau gouvernement du Togo. Le groupe de Casablanca fera de même à la conférence de Marrakech. La chute du président du Dahomey Hubert Maga affecte également le fonctionnement d'une autre organisation, le Conseil de l'Entente. Au mois de novembre 1963, un État membre, le Niger, refuse de recevoir une délégation des nouvelles autorités dahoméennes et provoque, en rétorsion à cette marque d'ostracisme, la fermeture du port de Cotonou à tout trafic avec le Niger. La tension ne baissera qu'une année plus tard, à la réunion d'Abidjan de janvier 1965. L'Organisation africaine mauricienne et malgache, OCAMM, regroupement d'États classés modérés, fit également les frais des dissensions politiques entre ses membres. L'antagonisme a ceci de singulier qu'il concerne ici l'OCAMM elle-même et une organisation continentale, l'OIA. À 2 reprises notamment, pour des raisons purement politiques, les États membres de l'OCAMM vont prendre leur distance vis-à-vis de l'organisation panafricaine. À la 2e conférence au sommet de celle-ci, qui a lieu à Accra en 1965, les États modérés font défection parce que la réunion est présidée par le progressiste Kwame Nkrumah. Bien sûr, la mise à l'écart de celui-ci et le changement de l'idéologie officielle mettront un terme à la brouille. Les événements du Biafra, entre 1968 et 1970, vont de rechef opposer l'OCAMM, qui soutient le camp sécessionniste, et l'OIA, favorable au gouvernement central du Nigeria. Enfin, la question congolaise suscita des tiraillements au sein de l'Organisation commune africaine et malgache, OCAM. La République démocratique du Congo y fut admise en mai 1965 à la conférence extraordinaire d'Abidjan, mais cette admission ne fut l'œuvre que de 7 États, sur les 12 que comptait l'organisation. Or, ces 7 États étaient tous favorables à M. TSCHOMBE. Au demeurant, ce parti pris idéologique était difficilement justifiable en droit, puisqu'au moment où il intervient, il n'existe pas encore d'acte constitutif proprement dit de l'organisation. La charte de l'OCAM ne sera adoptée qu'en juillet 1966 à Tananarive, par les ministres des Affaires étrangères. L'excessive politisation de l'OCAM va, de l'aveu même de l'ambassadeur de cet État, conduire la Mauritanie à se retirer de celle-ci. Quand elle ne donne pas lieu à des tensions ouvertes allant jusqu'à mettre en cause la survie même des organisations internationales, les différences d'orientation politique des États peuvent susciter des disharmonies préjudiciables à la bonne réalisation des objectifs définis par l'organisation. Tel a été le cas à la CEDEAO, s'agissant de la négociation des règles d'origine et du protocole portant sur les entreprises communautaires. Alors que les États modérés étaient adeptes d'une approche libérale, laissant place à une participation extra-communautaire, les autres, inspirés par le socialisme, inclinaient pour une participation étatique et exclusive. Toutes ces divergences politiques et idéologiques, qui minent bien entendu le fonctionnement des organisations en cause, trahissent parfois des ambitions plus subjectives, c'est-à-dire des querelles de leadership. Section 2. Les querelles de leadership. Le fondement de telles prétentions diffère selon les États. Il peut d'abord consister en une sorte de prestige conféré par l'histoire, la nostalgie d'un certain passé en quelque sorte. Le leadership peut également vouloir s'appuyer sur une puissance économique ou militaire, dont on semble ainsi requérir la ratification juridique ou politique. Dans l'ensemble ouest-africain, 4 États ont cherché à imprimer leur... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.